Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 16e numéro de Hola mon brave, l'émission qui relie et revit les aventures de la compagnie Créance dans l'univers de Game of Roll. Je suis Erkep et je suis toujours accompagné de Anna June Barker. Coucou. Céladon. Yo. Et Flavien. Salut. Cette semaine, on revient sur l'épisode 8 et 9 de la saison 2, donc 2 épisodes en un, et ça commence juste après ça. Hola mon brave! Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Je le perceptionne. Boire un coup pour faire le point, mais boire un coup. Jotun, J-O-T-U-N. Faut s'équiper. Je vais devenir une armurerie, je pense. Tu connais cette drogue-là, ça s'appelle le doigt. Et vous êtes sympa ou pas? Lance Bonne un dé à compétence, 100 ça. faces. T'as donné la Tu lui boîte. as donné la boîte. Je lui ai donné la boîte. Merde. Ne trouvez-vous pas que le destin est ironique parfois? On le jette dans la On rivière. lui coupe la langue et on le jette dans la rivière. J'invoque les flammes. 92. Gourmandise travaille aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire de très important, c'est que vous m'avez manqué. Shazam, mage puissant, longue vue, d'hiver. Quand est-ce qu'on boit? Et oui, du coup, c'est la rentrée, alors nous revoilà. Hein, mais comme, on a déjà dit que le podcast à la base, il s'inspire de 2 heures de perdu, on est un peu comme eux, la rentrée c'est plutôt octobre. Hein. Donc, on est un peu en retard, mais on est revenu. Ah, dites-moi, comment ça va vous? Parce que on s'est pas beaucoup vu cet été. Comment s'est passé votre été? Ça va, ça fait plaisir de se retrouver. On va pouvoir enregistrer ensemble, ça va être cool. On était tranquille, reposant, on va dire. De mon côté en tout cas. Moi, j'ai rien fait. Mon été commence demain. Je pars en Italie voir ma famille. Je travaillais, et c'était nul. Ah bah super. Ben tant mieux. Ben, On c'est a génial. passé un super été, tout le monde en tout cas. Alors Céladon, est-ce que tu vas sauver cette intro? Bah, bon. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai eu une super rentrée par contre. C'était Bon, bah, ça physique, va. mais ça valait le coup. Ça va, un super été, on s'est bien amusé, c'était bien, voilà, c'est ce qu'il y a à retenir. C'est ça. J'ai fait que des trucs de ouf. J'ai découvert le monde. J'ai fait 1000 Ouais, activités. Et en fait, Yep. mes vacances, c'est que la semaine prochaine. J'ai bossé tout l'été, pareil. Enfin, bref. Donc, l'épisode de cette semaine s'intitule « Il faut sauver Clodomir ». Il a été séparé en 2 pour un total de 2h25 d'émission. Cet épisode marque aussi le début des résumés de Sam Persimony. On l'entend dans une de nos virgules, d'ailleurs, depuis le début. Et c'est une petite séquence qui reviendra régulièrement et qui marquera un peu cette période de l'émission. Alors, maintenant la question rituelle. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et je vais commencer par Anna June Barker. Ah là là, eh bien, alors, on en parlait il y a quelques épisodes, on parlait des épisodes filler d'animé, et d'ailleurs, j'étais pas d'accord avec vous pour l'épisode en question, je trouvais que c'était pas un épisode filler. Eh bien, pour moi, c'est plutôt celui-ci qui en est un. Alors, je m'explique, je trouve qu'il fonctionne vraiment comme un one-shot, avec un titre d'épisode d'ailleurs qui fonctionne très bien, l'épisode « Il faut sauver Clodomir », donc c'est vraiment la grande aventure de la naissance de Clodowood, et j'adore cette quête secondaire. Elle est vraiment maligne, elle fonctionne de manière autonome, mais à tel point que j'ai presque la sensation que cet épisode de Game of Thrones, c'est un hors-série. Il est un peu hors du temps. On raccroche à la campagne que en fin d'épisode. Et c'est un peu dommage parce que cette séquence de la plage, moi je la trouve mythique, la séquence où il récupère le morceau de carte. Mais comme elle est après la renaissance de Clodomir, je trouve que sur l'ensemble de la campagne de Game of Thrones, on se souvient pas forcément de cette séquence-là. Elle passe un peu inaperçue, alors qu'elle est hilarante. Mais voilà, après, j'ai pas dit plus important. J'aime cet épisode de tout mon cœur, surtout parce que, évidemment, il y a plein de moments où Atlan fait du Atlan. Il n'y a rien à faire, voilà, ça ravit mon petit cœur. Et je revis quand Atlan fait du Atlan. Voilà. Ben moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce qu'un épisode filler, par définition, tu peux l'enlever de l'animé et regarder les 2 autres avant. Et là, si tu reviens, tout d'un coup, il y en a un, c'est plus le même. Ouais. Bah tu dis juste ça, D'accord tu aussi, dis... hein. Bah c'est plus le même, et voilà, c'est la seule chose qui s'est vraiment passée. Bah, Alors que Ouais. l'épisode que vous disiez que c'était un filler, il s'était passé 1 milliard de trucs, et des trucs vraiment importants pour la quête principale, alors qu'ici, il s'est passé un gros truc. Voilà, tellement important que je me souviens même plus de quel épisode on parle. Ouais. Bon, et toi, Flavien, du coup? Eh ben moi, j'adore cet épisode. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais bon, c'est comme ça. C'est une nouvelle ère qui commence.
Et en plus, c'est vraiment juste après le drame d'Aqaba. Il y a Daz qui revient enfin de sa phase compliquée, un peu dépressive où rien ne va. Il va enfin être libéré de son fardeau. On le retrouve complètement lâché dans cet épisode à partir de la moitié, on va dire. Et en plus de ça, c'est tout de même la fin d'une quête qui court depuis plusieurs épisodes, hein, comme tu disais, Anna. Et il y a un peu de mystère, mais surtout, il y a ce pourquoi j'adore Game of Thrones. Ils galèrent sur des trucs évidents. Ils sont butés. T'as envie de leur dire 1 million de fois, mais si c'est bon, c'est ça. Et ça pourrait être chiant, hein, mais moi, je trouve que c'est absolument un délice. Et c'est tellement drôle de les voir comme ça. Donc bref, c'est un épisode charnière, je dirais même, et que j'aime beaucoup. Donc pas du tout filler, finalement. Je suis en train de C'est finir charnière un pour moi, épisode charnière. Ah ouais. Je suis plus d'accord avec toi, tu vois. Ah. Et toi, Céladon? Eh ben, j'avais peur de reprendre Game of Thrones après une pause aussi longue. Et comme j'ai jamais vu la série, j'ai toujours peur de décrocher et d'être un peu paumé quand on reprend. Au final, cet épisode, il m'a juste fait super plaisir. Et alors, au début, le résumé du début par Persimony, il m'a un peu surprise. Mais je pensais que j'allais pas aimer, mais au final, je trouve ça hyper agréable et ça a un côté un peu rafraîchissant qui fait vraiment du bien. Et j'ai eu une impression bizarre de l'avoir déjà vu cet épisode et il se trouve que j'ai commencé à la regarder un peu, j'en choisis un random et je le mets en fond sonore, enfin on l'écoute en faisant des trucs et des bails à la maison et genre je crois que je l'avais déjà entendu et je pensais pas que j'aurais retenu autant de trucs qui s'étaient passés. Je me dis que peut-être pour les prédictions, il faudrait que j'arrête de faire ça. Mais voilà. Ça m'a juste fait plaisir. Je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de retrouver mon petit rituel, le pyjama et tasse de thé sur l'épisode. Tout ça, ça fonctionne bien sur moi. Et toi, Aircap? Ben moi, je l'avais dit la dernière fois, je m'en souviens, il y a 2 mois. J'avais écouté la première fois cet épisode juste à la suite de l'autre, tellement j'étais reparti dans la hype Game of Thrones. Et bon, il est pas au même niveau que celui d'avant, quand même. On va pas déconner, mais bon, ça reste du très bon Game of Thrones comme je l'aime. Que la quête du village, c'est toujours une quête que j'ai beaucoup aimée aussi, même si elle est un peu chaotique. Et des fois, un peu l'impression qu'ils la résolvent sans vraiment le faire exprès. Mais bon, pour une fois, il y a des aspects que j'aime jamais dans la campagne, et là, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Moi, leurs atermoiements sur les features qui vont filer à Claude Wood, c'est un truc qui m'est resté en tête. Surtout une certaine partie, je sais pas pourquoi. Mais bon, je reste sur ma lancée. Hein. Les pirates, c'est nul, et Aqaba, c'est cool. Donc là, Game of Thrones, c'est cool. Bon, bah si tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire, on va passer au résumé de l'épisode. Évidemment, un petit récap par Persimony. Envoyez-nous plein de cœurs, s'il vous plaît, on adore ça, on aime l'amour. Allez, hop. Alors, l'épisode s'ouvre sur un merveilleux coucher de soleil sur fond de ville enflammée. La ville d'Aqaba est en flammes, mais vous êtes en train d'en passer les portes vers le sud. Et le soir se couche, donc soleil rosissant qui répond aux flammes dans le lointain. Donc vous imaginez cette théorie, oui, c'est très beau, que d'émotions devant votre œuvre d'art. La route descend et suit l'Ousfan, le fleuve. Il y a quelques palmiers à côté du fleuve. Vous êtes sur le point de partir et quelqu'un vous appelle. Et donc cette personne, c'est Jamila, une jeune femme que Ketra avait sauvée d'un marchand d'esclaves à Aria avec l'aide de Fripouille. Elle est devenue vendeuse d'animaux et leur propose ses services. Je trouve ça vraiment super sympa de la part de Fib d'avoir pensé à inclure une PNJ qui a été sauvée genre à l'épisode 3. Personnellement, moi je trouve que ça fait des bons souvenirs. On se rend compte aussi qu'il s'en est passé des choses depuis. Elle tente d'abord de leur racheter Vladimir, mais après quelques jeux de mots sur le thème du cochon, ils décident de le garder. Je trouve que vous avez un cochon qui a un port assez altier. Un cochon qui a un port altier. C'est vrai. Est-ce que vous seriez prêt? Est-ce que ça vous dirait que je le rachète? Parce que j'ai des clients qui ont des enfants qui sont trop petits pour des poneys. Et donc ce cochon pourrait les porter, par exemple. Est-ce que ce sont des gens bons ou des gens mauvais? Ce sont des gens très bons. Mais est-ce qu'on veut On le fait vendre livrer des avec bières frais de port ou pas? Eh bien, écoutez, j'ai juste à le prendre. On en a déjà parlé, mais moi, les blagues sur Vladimir, c'est vraiment 80% de l'intérêt de Vladimir. Moi aussi, j'aime trop. Oh là là, c'est tellement violent, ce pauvre Vladimir. Mais c'est très drôle, moi ça marche en tout cas sur moi. Et donc ils finissent par négocier une location de 5 chameaux,
qui ont tous des noms et des particularités différents. Nicolas, lui, il s'empresse d'échanger son anneau au téton avec celui du naseau de son chameau pour sceller leur amitié. J'adore cet échange d'anneaux parce qu'en plus Fibre il est un peu dégoûté, il est là mais t'es sûr il va y avoir la bave du chameau et tout. D'habitude les négos de ce genre, quoi la bave? J'ai pas bien prononcé la bave? Non, c'est pas ça, mais c'est... Ah, le mucus nasal, tu veux dire? C'est encore pire. Oui, la snot comme on dit chez moi. Ouais, c'est un beau mot, je l'aime bien. La morve. C'est ça. Donc ouais, les négos de ce genre, en général, c'est un peu ennuyeux parce qu'en plus, elle est vraiment longue, celle-là. Ils décrivent vraiment chaque chameau et tout. Mais ici, l'ambiance, elle est trop bonne. Il y a les blagues qui fusent, ils sont en forme. Ils se font plein de refs. Est-ce qu'on doit les rendre avec le plein? Est-ce qu'il faut les nourrir et tout? Et puis il y a des jeux de mots sur le fait que Keitra a perdu un œil. Clodomir, il s'en donne à cœur joie. Il dit « Keitra, elle a tout sur elle, sauf ses yeux. » Voilà. C'est un bon moment. Fibre, il est mort de rire et ça fait plaisir à voir. Ouais, on note quand même que Lydia commence déjà à bâtir sa réputation de looteuse de l'extrême, qui garde tout pour elle. Et oui, c'est drôle aussi, genre, je crois que c'est l'âme qui dit à un moment, enfin, c'est la question, quand est-ce que vous allez le rendre? Après-demain, et puis il dit après-demain, au sens large, après-demain. Et j'ai noté ça aussi, le après-demain, et je me demande si on l'a pas déjà entendu dans un autre épisode et si on n'en avait pas déjà parlé, parce que ça me fait grave une sensation de déjà vu, mais c'est un peu persistant. Genre, je suis sûre qu'on a déjà. Je sais pas Après, si ça vous c'est dit un truc. les rois pour refaire les mêmes blagues. Ok, Ils aiment ça bien les C'est ça. running gags, ressortir les mêmes blagues tous les X. Mais c'est vrai que celle-là spécifiquement, ça me dit rien, mais c'est tout à fait possible, quoi. Ok, ça marche. Et rien que le chameau neutre, là, le chameau témoin, il y a une Ouais. surenchère parce qu'il décrit d'abord Fibre que c'est juste un chameau neutre. Atlan dit le chameau témoin, puis il dit ouais, tu cherches un chameau dans ton dictionnaire et il y a sa photo. C'est sa photo, ouais. Ça me fait. Enfin, c'est vraiment drôle. Et puis le chameau émo, enfin, c'est que de l'impro en plus, je crois, et Oui, ça c'est donne sûr. les meilleurs moments en général, ces moments-là. Ils prennent la route et suivent le fleuve Ousfan à la recherche du village rêvé par Clodomir au temple de la sagesse, dans l'espoir de trouver une solution. Car le magicien est toujours à 1 PV, me semble. Oui. Ils croisent d'abord une ombre dans les joncs et tergiversent longtemps sur quoi faire, puis Nicolas finit par s'en approcher armé d'une torche et d'une glu von Trunkel. Mais la troupe a pris de nouvelles résolutions et ils décident de tout annuler et de ne pas céder à la curiosité. C'est vraiment ce genre de moment ultra frustrant où tu veux savoir de ouf ce qui se passe. Et tu te dis, ouais, je veux tellement acheter la campagne juste pour ça, alors que c'est probablement juste ridicule. T'es vraiment trop Allez. mignon. Quoi? C'est ridicule? Parce qu'il y a ce qu'il y a dans les... Enfin, c'est pas... Ah, je sais pas... ouais. tout Ah le non. monde le sait, Bah, on a quoi. l'impression qu'il y a un Non, gros non. mystère, en fait. Mais non, mais tellement pas. Enfin, moi, j'ai eu pas de curiosité pour ce genre de truc parce qu'on connaît notre coco, tu vois, à force, et c'est sûrement un animal OSEF. Et là, c'est carrément le cas. Il s'agissait d'un croco. Enfin, tout le monde le savait. Bah, Oui, oui. C'est sûr. Mais oui, mais c'est la curiosité, t'as envie de savoir. T'es comme... Ouais. Non, mais si ça peut te rassurer, il s'agit quand même d'un croco qui voulait les croquer. Donc Wow. ils ont bien. Vous voyez, j'ai passé un été bien ressourçant. Je fais des Wow. blagues de très haut niveau. Mais voilà, le seul intérêt de cette rencontre, c'est que la peau de croco est censée valoir 1 pièce d'or au bazar, mais donc Wow. aucun intérêt. Ils quoi. en ont tellement besoin. C'est Ils sont ça. pas riches du tout. Ils rencontrent ensuite 2 soldats qui escortent vers Aqaba un prisonnier qui s'avère être l'érudit qu'ils avaient croisé au palais du sultan. Dans un bref échange, les soldats leur demandent s'ils savent pourquoi de la fumée s'échappe de la ville. On a vu une sorte de grande fumée au nord. Figurez-vous que nous aussi, justement, mais on n'était pas sur cette route. Je comprends pas. Vous venez d'où? On vient de... on Du est port. passé à Aqaba. Donc vous venez d'Aqaba. Et cette fumée, elle vient aller à Aqaba, vous pensez? Eh ben, C'est le écoutez, four du pain qui sert en lorsque marche. nous sommes partis, il n'y avait point de fumée. D'accord. Ok, c'est bien curieux. C'est impressionnant. hein. Le four du Oh pain. là là. La compagnie qui ne semble pas se préoccuper du sort de l'érudit les laisse partir sans intervenir. Et là encore, on se demande ce qui se serait passé, pourquoi Fib leur met cette quête entre les pattes. Mais honnêtement, pour le coup, je pense qu'ils ont raison d'être enfin prudents, surtout après l'incendie.
Mais clairement, ça se sent que c'est un gros piège qui est tendu par Fibre, quoi. Avec ces techniques là pour lui faire hésiter, leur donner un compte à rebours à la con là. mais ouais, mais visiblement, enfin j'ai revu ça après, mais en fait c'est un vote du chat apparemment que l'érudit apparaît. Voilà. Dans la campagne, je crois pas que ce soit marqué en fait. Non, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais. Donc on saura jamais. Quand ils l'ont laissé partir, l'érudit, je me suis quand même senti un peu frustrée. Mais je suis pas sûre de qui c'est ce type, en fait, je crois. Genre, c'était un mec de la bibliothèque, non? C'est le gars du palais du sultan à qui tu pouvais poser toutes les questions. C'est vraiment l'érudit qui savait tout. Et il y a Nicolas qui avait même droit à une deuxième question parce qu'il avait choisi le palais un peu plus de l'humilité. Et donc, il avait pu poser une deuxième question. Donc, moi, je pense qu'il n'y avait rien de super intéressant là derrière. Juste, peut-être, s'ils l'avaient sauvé, ils auraient pu lui poser d'autres questions sur le lore. Ok. Je crois que je me suis demandé si c'était pas genre... Enfin, je me suis douté que c'était pas lui, mais je me suis demandé si c'était pas l'astrologue à un moment, genre. Mais je me suis dit, Enfin, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas dit l'astrologue, mais du coup, c'était parce que c'était pas lui, tout simplement. J'ai un peu regretté qu'ils interviennent pas, mais c'est parce que j'avais trop envie qu'ils sauvent des gens et tout, alors je crois qu'ils étaient pas trop dans une position confortable pour faire ce type d'action. Non, du tout. D'ailleurs, ça va pas durer, hein, on connaît nos créances, mais dans cet épisode, il y a vraiment une vibe nouvelle année, nouvelle résolution. On arrête de faire les cons, de faire n'importe quoi. Et on sent qu'ils essayent de suivre leur mantra, mais que parallèlement, ils sont frustrés de ouf, parce que comme ils sont moins chaotiques, ils découvrent moins de choses, mais paradoxalement, ça joue globalement un peu mieux dans cet épisode. Donc comme quoi, parfois, être prudent, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire en partie. Mais après, les bêtises, c'est aussi ce qui fait tout le... tout le jeu, je trouve. Enfin, le fait qu'ils fassent des choses qui soient... les pires choix possibles, c'est tellement délicieux à suivre. Ouais, franchement, s'ils faisaient pas les cons, personne n'aimerait Game of Thrones. Donc, non, c'est sûr. C'est clair. Du coup, ils ont dit 2019, année de la prudence, et j'ai mal vécu le 2019, je sais pas trop pourquoi. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Ouais, ça commence à dater. Hein. Ouais, on parle pas. Bref. Ils se reposent, reprennent la route, puis tombent enfin sur un village de petites maisons carrées et de tentes colorées. Et comme ils ne sont pas certains d'être au bon endroit, ils demandent conseil à un jeune garçon. Je voulais savoir, est-ce que tu aurais connaissance d'un petit village après celui-ci? Vous appelez comment? Bob. Bob. Voilà. Est-ce que tu aurais connaissance d'un petit village qui serait verdoyant? Monsieur Bob, ce village n'est-il pas verdoyant? Moi, je le trouve verdoyant, mais c'est pour savoir s'il n'y avait plus verdoyant encore. Non, vous êtes au fabuleux village Espérane. Espérane. Espérane, tout à fait. Et quels sont les endroits à ne pas louper à Espérane, Qu'est-ce qui vaut le coup? en termes de nourriture. En termes de tout, de marchands, de nourriture, de personnes aussi. Alors, Je l'aime. au niveau des auberges, il n'y en a pas. Ça a Voilà. l'air sympa. Il n'y a pas d'hôtel non plus. On n'a pas de restaurant. Et il y a Et- quoi alors sinon On n'a pas de magasin. Il y a un puits? Le puits est sympa? Oui, le puits est bien parce qu'il donne de l'eau. C'est la Creuse, quoi. Oula. Oh non, pas dire ça. La diagonale du vide, c'est ça, ils y sont. Ah, c'est quand même trop drôle, toute cette énumération de bah, y a rien. Et Philippe qui continue, bah, il y en a pas. Mais vraiment, quand il y a Bob qui demande est-ce que vous avez connaissance d'un autre village et que Fibre il dit non, en gros, il a l'air de dire non, vous êtes au bon village. Là, t'as envie de leur dire mais écoutez ce qu'il vient de dire là. Mais justement, il capte l'inverse. Oui, c'est ça. Et du coup, dans ma tête, j'étais en mode et ils font quoi les gens ici? Et en fait, j'essaie d'imaginer ma vie, genre si ma seule occupation c'était de subvenir à juste mes besoins vitaux sans avoir de sortie, sans avoir rien. En vrai, ça m'a l'air pas si mal, mais j'ai trouvé du coup que c'était pas du tout étonnant comment ils accueillaient la perspective de faire une petite soirée, une petite célébration avec un peu d'alcool et tout, genre. Enfin, pour moi, ça faisait grave sens. Ah non, c'est clair. Mais ils ont l'air de se faire bien chier et puis ils vont réussir à mettre un peu l'ambiance dans le village, hein, tu sens. Mais en tout cas, ouais, la vraie raison de leur fixette, c'est à cause du corbeau, mais ils vont bloquer à fond dessus. Mais je vais revenir dessus dans ma chronique. Ouais. Quand ça parle de corbeau, c'est pas pour te déplaire. Hein. Ah, mon cactus. Ah, j'adore
J'adore Rabelais, tout le monde le sait. Ouais. Ils apprennent aussi qu'un homme avec une moustache en forme de fer à cheval du nom de Olaf dirige Esperan. Ils passent ensuite la nuit chez Israr, une paysanne qui s'apprête à leur donner la suite du conte de la princesse Crépuscule. Mais Atlan l'arrête. Après tout, ils l'ont déjà entendu. Ils préfèrent poser des questions sur le puits du village, mais elle n'a rien d'intéressant à leur dire à ce sujet. Ah, c'est vraiment ce genre de moment où t'es chez toi, tranquille, là, puis là tu hurles « Non, mais vous avez besoin de cette info !» Vraiment, quand tu dis « Non, on n'a pas besoin d'entendre le conte », t'es comme « Ah, mon Dieu, c'est pas possible !» Moi, j'admire la poker face de Fibre dans ces moments-là, parce que ça arrive souvent dans la campagne. Moi, en tant qu'MJ, j'arriverais pas à être juste « Ah d'accord, next quoi. Ah là là, trop fort. » Ouais, en plus, il les troll trop. Il dit j'ai une info super importante sur le puits. Et puis il dit genre le puits, il est vieux. Ouais. Donc, ouais. Et puis sinon, je me demande vraiment ce que représente la marque qu'il y a. Parce que la personne a une marque sur son front, je crois. Mais je sais pas ce que c'est. Donc on saura jamais, ça veut dire? Ouais, c'est juste. Ça, c'est vraiment Fibre qui décrit des persos et qui leur rajoute un petit twist physique. Il n'y a pas de signification. Ah ouais? Ouais. Je suis trop déçue. Je pensais Moi qu'il aussi. y avait... Genre, parce que c'est quand même une rune ou un truc, tu vois, genre... Bah ouais. Ouais, mais non. C'était sur le moment et il n'y a pas d'histoire derrière. Ah. Avant de dormir, Clodomir lit quelques paragraphes du Codex Rex Regum. Le sceptre a mystérieusement disparu. Je ne veux pas croire que le sceptre est coulé au fond de la mer de la morsure. Je veux croire, en revanche, la bonne foi d'Arya, parce que n'oubliez pas, c'est Moussa Al-Hadi qui parle. Je veux croire la bonne foi d'Arya, qui nous dit de ne l'avoir jamais reçu. Le sceptre aurait pour vertu d'organiser et d'administrer avec efficacité des populations. Je pense que Lost Manly en aurait bien besoin. Or, les pirates d'Esperanza sont devenus, tout indépendants qu'ils étaient, très organisés et terriblement efficaces. Ils sont en possession du sceptre, j'en suis presque sûr. Soit Arya va leur mener la guerre et récupérer le sceptre, soit les pirates vont réussir à mettre à sac Arya et s'emparer de la couronne. Réunir le sceptre et la couronne est donc une question de temps, et j'ai confiance au fait qu'ils seront bientôt réunis. C'est toujours chouette, les lectures de passages de codex. On voit vraiment le lore de Fibre se défiler devant nous, mais je pense qu'ils apprennent rien de nouveau dans ce passage. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je crois qu'ils savaient déjà tout ça. Mais en même temps, ça fait jamais de mal, surtout pour eux, de se rafraîchir la mémoire. Ouais, je pense que t'as raison, parce que l'âme, d'ailleurs, il dit que les trois qui ont le bout de la carte, c'est les pirates. Donc clairement, je pense qu'ils ont conscience de ça. Et je pense que c'est juste un indice supplémentaire pour confirmer que la carte est bien légitime potentiellement, tu vois, qu'ils sont bien dans la bonne direction. Je dirais que c'est ça. Ouais, ça montre aussi que Moussa était vraiment pas loin de la solution. Ouais, c'est vrai. ça. Moi, je pense que c'est plutôt pour dire Moussa, il sait des trucs. Genre, il commence par un truc que eux savent aussi pour valider la suite du codex aussi. Genre, Moussa a découvert des trucs qui sont vrais et sur lesquels on peut s'approuver. Ouais, donc c'est légitime, quoi. Ouais. Voilà, c'est Ça ça. a du sens. Puis en plus, c'est pas comme si on n'avait pas besoin qu'on leur mette bien les infos. Oui. Exactement. C'est sûr. C'est sûr. J'aime bien qu'on recroise Moussa comme ça, au travers de son codex et de ce qu'il a écrit et tout, que ça fait encore vivre un peu le personnage. C'est vrai. T'as vraiment raison, parce qu'en plus, Fibre prend la voix du PNJ quand il lit. Et la voix de Moussa, elle est toute douce et toute apaisante. J'aime bien aussi. Ah ouais, j'aime trop l'aspect de ce perso, genre en mode... dans ma tête, c'était un peu genre un gamin explorateur qui a voulu aller plus loin que ce que tout le monde pensait et qui s'est un peu donné les moyens de dépasser ce qu'il pensait. Et je sais pas trop si c'est clair comme... mais c'est un ressenti un peu... que j'ai pas trop de mots à mettre là-dessus, mais... Ouais. C'est le gars super intelligent, hyper puissant en soi, mais qui a une naïveté enfantine, et aussi c'est la bienveillance 3000, un peu la pureté comme ça, faite PNJ, présente plein de belles choses. C'est ça aussi qui fait que, je pense que ce perso, que ça en fait un bon chercheur, c'est parce que il a pas d'a priori et tout, comme il a cette naïveté et tout est à explorer, quoi. Le lendemain, les créances s'apprêtent à explorer le fameux puits à la recherche du fruit d'or qui sauvera peut-être Clodomir. Mais Olaf intervient. Y descendre risquerait de contaminer l'eau potable.
Ah, j'aime vraiment beaucoup ce passage, avec l'insistance qu'il a, Olaf, pour pas qu'il descende dans le puits. Et enfin, avec ce qu'on apprend par la suite, bon, désolée, bon, on va y revenir, mais il me fait penser à une sorte de gros poisson dans une petite mare, genre le mec du village qui essaye de contrôler un peu son monde, qui fait peur aux autres, qui a trouvé une excuse bancale pour cacher son crime. Et en fait, ça me semble grave crédible, genre, c'est un village où ils ont l'air enfermés entre eux, où il se passe rien et tout, et t'as un mec qui leur fait un peu peur, et genre, ça marche. Enfin, ça marche vraiment trop bien. Et ce genre de petite quête, même si ça peut paraître un peu bateau, passer inaperçu dans une campagne aussi grosse, aussi énorme que celle d'Aria, avec autant de lore et tout, je trouve que si on ajoute une ambiance et quelques éléments, ça peut faire juste un très bon conte ou une histoire qui suffit presque à elle-même, quoi. Et genre, j'aime trop cette... c'est trop fort, je trouve. Oui, ça marche vraiment trop bien. Enfin, j'adore cette quête aussi. Et là où je trouve que c'est très crédible, c'est la simplicité de son argument sur l'eau potable. C'est la seule source d'eau potable et elle risquerait d'être contaminée. Dans le JDR papier, c'est une toute autre raison qui est donnée. Donc Olaf, il s'appelle El Greco, déjà je le mentionne parce que je trouve ça drôle. Et lui, il couvre ses arrières en disant que le puits est sacré parce que le dieu du vent y avait autrefois fait escale. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus légitime de dire elle n'est pas dans notre eau potable, quoi. Vous allez mettre vos vieilles bactéries dégueulasses. Ça passe beaucoup plus inaperçu si tu veux cacher quelque chose. De manière très habile, Niklas éloigne Olaf en lui posant des questions sur ses aptitudes de chasseur et en lui proposant de faire la fête avec lui. Mais Atlan s'en mêle et fait tout capoter. Bah écoutez, vous savez quoi, on pourrait acheter un petit peu de quoi boire, faire la fête et aller chasser une hyène sauvage. Je me rappelle quand même que les animés, Olaf, j'aime bien ce gars-là quand il À descend. condition que vous nous laissiez aller inspecter le puits sans toucher l'eau. Fallait pas les dire. J'étais en train de l'éloigner. Quoi ? J'étais en train de les voir. Mais si, Jamais vous irez dans ce puits, jamais. Mais- Vous avez l'air très très louche. on vous termine à Mais l'air de attendez, chier à boire. vous n'étiez pas en train d'essayer de m'éloigner du puits pendant que votre ami est dans c'est le pas puits. possible. C'est censé foirer quand tu gères les dés, ne foire pas quand tu gères Mais- même pas les dés. Il nous a Vas-y, vus. potion d'Ingramus, là. Il nous a vus. Mais non, j'étais en train de l'éloigner. Mais il nous a vus. Finalement, je ne vais pas boire avec vous. J'aurais dû avoir mon première intuition qui était vous devriez partir. Et je convoque les gens du village. Alors tout le monde Ça, mais s'ensemble. Atlan, c'est pas Je possible. propose que les étrangers s'en aillent et plantent sa Bon, langue. on va tenter d'apaiser les cœurs. Donc qu'est-ce que tu vas dire? C'est maintenant que tu vas apaiser les cœurs. C'est tellement une bonne séquence. Franchement, c'est une de mes séquences préférées. Chaque fois que je le entends, j'entends Niklas dire mais Atlan, mais c'est pas possible. T'es censé foirer en jetant les dés, les foire pas quand tu jettes pas les dés. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Et puis même, toute cette séquence, elle est géniale avec Fib qui calme le ton. Au début, il est énervé. Et puis après, quand tu commences à lui parler des sangliers, lui est genre... Alors en fait, c'est pas vraiment des sangliers, ce sont des quadrupèdes. Il switch complètement. Et Atlan qui pète tout. Mais c'est tellement drôle, quoi. Franchement. Ah ouais. Et en vrai, c'est fou parce qu'il fait vraiment un échec critique, quoi. Mais il lance pas les dés, quoi. Il fait un total échec critique. Ils étaient parfaits et ils se retrouvent dans la pire situation avec tout le village qui veut les dégager, quoi. Là, la C'est fesse magnifique. palmance, elle est maximale à ce moment-là, quoi. C'est magique. Bon, il arrive quand même à apaiser les cœurs et il propose de faire une grande fête qu'il baptise Cochonchela. Ouais. Désolé, j'ai pas la prononciation adéquate. Mais bon. Personne. Les préparatifs terminés, Atlan fait un discours. Eh bien, écoutez, si l'hospitalité portait un nom, je lui donnerais le nom de ce village dont je ne me rappelle pas. Esperan. Et tout le monde fait ouais, et tout le monde boit. Esperan. Nous buvons à une bonne chasse, pas mal. On boit la chasse, on va commencer à boire. À une pêche fructueuse. Tout le monde reboit. Vous Voilà. buvez ou pas vous? Et- Voilà, On fait semblant comme de boire. Coyote Attends, Girl, je là, rajoute on des fait genre, trucs. on boit. À une longue vie. Oui, on va boire. À de fières montures. Moi, je bois. Ok. À de la prospérité. Putain. Ah, il est trop drôle, ce gars. Il profite de l'ivresse générale pour détourner une nouvelle fois l'attention d'Olaf et Niklas l'emmène chasser. Oh là là. Pardon, mais à ce moment-là, il lui dit « Attention, il peut te tirer dessus !» Ouais, il peut me tirer tout court, c'est bien ça le problème, parce qu'il y a une sorte de je sais pas moi, relation de séduction qui s'installe. Ouais. Mais il Et peut, Das qui il lui peut dit me tirer franchement, tout court.
Franchement, prends-en une pour l'équipe. Ils sont Oui, tous c'est morts ça. derrière. Allez, ils sont derrière. Mais j'imagine trop la scène en plus, comme ça nous est tous arrivé de tes potes derrière quand t'es à 2 doigts de pécho. Oui. Ils sont là, vas-y. C'est très drôle. Pendant ce temps-là, Ketra descend en rappel dans le puits et découvre le squelette d'un enfant. Alors j'adore cette ambiance de Niklas qui part dans la forêt avec Olaf bras dessus, bras dessous, alors qu'il y a les autres qui restent pour enquêter. Et j'aime trop quand on passe d'une séquence à l'autre pendant ce temps-là. Donc en fait, c'est la même chose que ce que je disais dans certains autres épisodes. T'as vraiment une sorte de dynamique qui se crée avec 2 personnages et deux séquences en parallèle. Et il y a un peu la même chose plus tard dans l'épisode et je vais revenir dessus. Mais c'est vraiment mes moments préférés, quoi. J'adore trop la dynamique aussi. Et de nouveau, Fibre, il incarne un Olaf un peu, mais vrai, bon vivant et tout. C'est très cool. Alors que dans le JDR Papier, je vais beaucoup faire référence au JDR Papier ce soir. J'en suis désolée, mais Olaf, il est beaucoup plus sérieux. Il est malin, un peu calculateur. Il va pas lâcher la grappe au PJ. Il voit en eux carrément une menace. Et il veut les éliminer, quoi. Le scénar, il dit que si il les trouve trop fouineurs, il va tenter de les empoisonner. Donc voilà. Alors, Oui, est-ce que c'est les bons jets de dés et le bon RP des PJ, parce que à part l'échec critique d'Atlan, ils vont cartonner, moi je trouve, en termes de roleplay pendant cette séquence. Alors, est-ce que c'est une récompense du MJ ou est-ce que le personnage a été réécrit a posteriori pour la version papier, comme ils l'ont fait parfois? Je sais pas, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup le côté bon enfant, bras dessous de cette scène. Moi aussi, j'aime bien ce passage. Et j'aime bien que tu fasses référence au jeu de rôle papier et aux différences qu'il y a entre les deux. Je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, merci pour ça. Oh ben merci, tant mieux. Déçus de ne pas y trouver le fruit d'or, ils sont pas plus perturbés que ça par cette découverte. Ça, c'est quand même le délire. Je pige pas à quel point ils sont persuadés de pas être au bon endroit. Et enfin, je veux dire, ils ont trouvé un squelette d'enfant, quoi. Genre, c'est pas comme s'ils trouvaient juste des pâquerettes. Ouais. Il y a une touffe d'herbe à côté, ils sont là, ouais, la touffe d'herbe et tout, mais il y a un squelette d'enfant. Ouais. En même temps, j'ai trouvé que ça portait un peu à confusion. Genre, je comprenais pas non plus le fruit d'or, genre parce que c'était tellement précis et en même temps, ça faisait, pour moi, ça faisait référence à rien. Par contre, là, vous en parlez, mais dans la prédiction, justement, il est question de la touffe d'herbe. Et ça m'a... Je sais pas pourquoi, mais genre, j'ai bloqué là-dessus. Et genre, je me suis dit... j'avais l'impression que c'était un truc qui était important, avec des propriétés alchimiques et tout, juste parce que c'était dans la prédiction. Et au final, il s'est rien passé. Enfin... La déception dans ta voix. Ouais, c'était désolée. pas une touffe d'herbe magique, non. Je suis d'accord que l'histoire de fruit d'or, moi, j'ai jamais compris non plus. J'imagine que c'est une certaine métaphore et tout. Je sais pas ce qu'elle est supposée représenter, à part du beurre. Mais j'en parle moi, après. pareil, j'ai jamais compris. Clodomir finit par leur raconter à nouveau son rêve et ils comprennent que le qui et pourquoi concerne probablement l'origine du squelette. No shit. Niklas, de son côté, devenu beau copain avec Olaf, l'empêche de jeter sa lance sur un humain qu'il avait pris pour du gibier. Il semblerait que, sous Olaf ne soit pas un si bon chasseur que ça. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Alors, tu l'assumes, celle-là? De quoi? Je veux dire, oui, enfin, c'est un chasseur, c'est ça? Bah, c'est un chasseur, il aime tuer des bêtes et il est alcoolique, quoi. Je veux dire, c'est un chasseur. J'adore. Après, voilà, s'il y a des écouteurs, des auditeurs qui sont chasseurs, désolé. Mais... Ou pas. Ou pas. On va perdre la moitié de notre auditoire, ça tombe. Ah, c'est ça. Ensuite, il accourt auprès de Ketra car il pense avoir compris quelque chose. S'il y a un squelette, c'est probablement parce que le puits renferme une créature. Mais n'écoutant que son courage, la gladiatrice plonge. Et c'est la fin de l'épisode 8. Ouais. Je me souviens pas pourquoi il y avait une coupure entre les deux. Il le dit au début, hein. Il dit que pour le podcast, il y a eu du ouin-ouin parce que 2 heures c'était trop long. Déjà? Oui. Ouin-ouin. Ouais. Et ils vont le faire une fois et puis on n'en entendra plus jamais parler. Donc c'est ça.
C'est plus anecdotique qu'autre chose, mais voilà. Malheureusement, le puits ne contient rien d'autre que le squelette et Ketra décide de le remonter pour que Niklas l'examine. Il constate que la mort de l'enfant n'est pas due à sa chute. Des côtes brisées révèlent qu'il a été transpercé par un objet tranchant. Atlan en conclut qu'Olaf n'en est probablement pas à sa première erreur de discernement. Ça, j'aurais trop aimé en savoir plus. C'est une remarque comme ça, mais ça m'a un peu titillé, genre. En savoir plus sur quoi? Sur ses autres erreurs? Bah ouais, genre... Enfin, c'est juste une... comment dire? J'ai pas le mot là-dessus. C'est une hypothèse un peu, mais genre... ça rend le truc tellement sombre et tellement lourd. Genre, en plus, le perso au tout début, là, le gamin, ils disent que ils ont un chasseur et qu'ils l'aiment bien, genre, quand il est pas ivre, quoi. Et genre, du coup, Ouais. ça fait un peu genre, le mec, il fait peur à tout le monde et personne n'ose rien dire, mais genre, il fait du mal, quoi. T'aimes bien cette idée du... Dans tous les villages, il y a un personnage un peu que tout le monde connaît et qui marque un peu les gens, et ici c'est le chasseur sous qui risque de te buter. Donc on est tous un chasseur sous dans notre village. Après, il y a des bons et des mauvais chasseurs. Hein. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Qui loupe pas là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas... Il demande à Israr si un enfant a mystérieusement disparu dans le village. Elle leur indique qu'une femme qui, je cite, « vend son corps aux hommes, car il y a bien longtemps, son enfant se serait volatilisé pendant la nuit. » Malgré toutes ces indications et même ses propres bonnes déductions sur Olaf, Atlan est persuadé qu'ils sont toujours pas dans le bon village. Alors, Bon, bah, on va aller là-bas. bon, hein. à quoi ça nous avance? Mais c'est pour résoudre ça, c'est Ça nous avance. pour avoir le fruit à la fin. On remonte là à la rivière, on tombera sur un autre Mais village non, avec un autre je puits, pense et on qu'on ira est dans le je pense puits, et qu'on ainsi est de dans le bon suite. village. Non, Non, on est dans le bon on n'est pas dans le bon village. Mais si. Le corbeau a mis... Que faites-vous? Je pense que c'était une métaphore, son rêve. Mais non, c'est pas une métaphore. À quoi ça nous Mais non. avance? Résoudre le meurtre d'un enfant innocent, franchement. Oui. C'est clair. Mais non, c'est pas une métaphore, mais non. Bedon. Mais c'est fou. Hein, mais après, c'est très Atlan. Hein. Il fait souvent ce genre de choses. Il est très persuadé de son truc. Mais non. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il est buté. Ah Hein. là là. Il est buté, mais il est vraiment buté parce que, et il le dit dans cet extrait, il est vraiment persuadé que le fruit d'or, c'est pas une métaphore, il cherche vraiment un fruit en or, quoi. Or, je suis pas dans la tête de ce cher fibre tigre, c'est que une hypothèse, mais je pense qu'ici, oui, c'est une métaphore, il fait clairement référence à la mythologie grecque et aux 12 travaux d'Hercule et aux pommes d'or du jardin des Hespérides que Hercule, eh bien, ou Héraclès, si vous vous la pétez et utilisez le bon mot, Hercule doit le ramener lors de l'un de ses travaux. Alors, ce qui marche très bien ici, c'est que ces pommes d'or, elles sont censées conférer l'immortalité à ceux qui les mangent. Et donc, c'est peut-être en effet une métaphore pour le cadeau du dieu de la sagesse, qui va donc conférer, en quelque sorte, une seconde vie à Clodomir. Ah, merci. Je l'avais lu et maintenant que tu l'as dit, je me sens apaisée. Ça me dérangeait trop et il manquait une explication. C'était trop bizarre, cette histoire de fruits d'or. Purée, si ça se trouve, c'est vraiment la margarine, quoi. Et c'est pas moi qui ai raison. Bah, non, je pense pas. En vrai, ça a l'air pas mal ce que tu dis quand même. Merci. C'est vrai que ça Merci fait pour sens. l'explication. Ouais. Ils rendent visite à Sandriane, la femme en question, pour discuter de la disparition de son fils. Alors, autre différence avec le JDR papier, encore, je continue sur ma lancée. La femme ici, elle est censée être vraiment éperdue de chagrin, meurtrie par la perte de son enfant, et elle attend. En fait, elle s'est éloignée du village parce qu'elle attend la mort, quoi. Elle est désespérée. Et on a un fibre qui la joue pas du tout comme ça. Elle est un peu désabusée, en fait. Et je trouve que ça sonne hyper juste. Tu sens qu'elle en a vu d'autres, en fait, la Sandriane, quoi. Il y a un petit côté comique, d'ailleurs, à sa blasitude, parce qu'elle dit, elle dit des trucs du genre « Je suis triste, mais bon, ça fait 10 ans, quoi !» et je trouve que c'est hyper bien joué de la part du MJ, une nouvelle fois. Ouais, de toute façon, on le répète depuis le début, l'actual play est vraiment très éloigné de l'ambiance du JDR papier, quoi. Il le joue vraiment en mode fun, ça peut vraiment jouer autrement. Ouais, c'est vrai. Il y a des sujets abordés qui sont... Bah, là, c'est le meilleur exemple, quoi. C'est un enfant mort, je veux dire, je crois qu'il n'y a rien de pire. Donc, Moi, je le vois plus comme
comme étant une sorte de pudeur. Il le dit d'ailleurs, je crois, non? Il dit pas ça? Oui, C'est une tout à fait. pudeur de deuil, tu vois, elle a fait son deuil, elle s'épanche pas trop émotionnellement. Je trouve que c'est bien joué, ça me semble Bien sûr, mais cohérent. je l'ai mal exprimé peut-être, mais c'est ça. D'accord, que je voulais non, dire. non, mais parce que c'est juste que tu disais, ça avait un côté comique. Donc, Oui, moi, je parce trouve que ça fait plus solennel que comique. Mais oui, j'ai Ah ouais. ce que tu veux dire. Parce que de temps en temps, il fait des petites... Comment dire? Enfin, faudrait mettre un extrait pour bien faire comprendre, mais Ouais. il est lui, et donc ça fait sourire sa solennité, en fait. Mais c'est tout à fait juste, je le dis. Tu sens qu'elle a vécu beaucoup de choses, et que même si elle a vraiment de l'attachement pour cet enfant, elle est forte, elle va pas s'écrouler au sol en larmes, comme le JDR papier le prévoit, quoi. En tout cas, elle leur raconte son histoire et la version colle parfaitement avec celle des créances. Et il lui donne leur conclusion. Olaf l'aurait tué par mégarde et l'aurait jeté dans le puits pour couvrir son acte. Une question, cependant, reste en suspens. Doit-elle se venger? Clodomir l'en dissuade et elle lui offre en contrepartie un cadeau du dieu de la sagesse. Et il dit un truc incroyable. Il dit: la vengeance est un plat qui se mange froid, mais quand il est trop froid, il est immangeable. Et ça, si c'est pas de la sagesse, je sais pas ce que c'est. Ouais, franchement. Et puis honnêtement, pour une fois qu'ils sont raisonnables, sérieux, ça fait presque bizarre, tu vois. C'est hyper inattendu, cette réaction. Et ils sont tous d'accord, en plus ils sont là, mais non, et tout. C'est comique. Nouvelle année, nouvelle résolution. Hein. Ouais. Et ça m'a fait bizarre qu'il lui suggère comme ça de pas se venger. En même temps, ça doit... Je me dire, pour elle, genre même si elle a fait le deuil de son enfant et tout, savoir que c'est quelqu'un qui vit genre en face de chez elle et tout, et qui est là depuis le début, et que genre... Puis, pire que ça, il fait appel à ses services, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça, genre c'est quelqu'un de son quotidien, quoi, et genre c'est affreux, quoi. J'étais un peu genre en mode tu peux pas continuer ta vie comme si tu savais pas, alors que même si ça fait des années et tout, l'enfer, quoi. L'histoire ne dit pas ce qui se passe après, mais rien n'empêche que, si ça se trouve, elle va se venger de son côté. Hein. C'est pas parce qu'ils lui disent de rien faire qu'elle le fera. Ouais, c'est un peu géré de manière expéditive de la part de Fibre et de toute l'équipe, d'ailleurs. On sent qu'ils ont potentiellement envie de conclure rapidement cette partie du scénario. Mais je sais pas, je trouve que ça fonctionne à ce moment-là de l'histoire. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'ils sont là pour récupérer un objet du dieu de la sagesse. Donc c'est d'autant plus logique, en fait, qu'ils proposent une solution un peu plus, entre guillemets, sage, même si c'est plutôt dans l'optique on n'a pas envie de se mouiller, on n'a pas envie de se confronter à Olaf, que vraiment de la vraie sagesse. Et évidemment, c'est Ketra qui récupère le fameux cadeau et il s'éloigne pour l'examiner. Il s'agit d'une plaque ancienne sur laquelle est écrit un rituel de magie qui permet de transférer le corps de quelqu'un dans une statue de bois. Et cette statue prendra vie, elle sera soignée de toutes les afflictions. Donc c'est une manière pour Clodomir de récupérer ses points de vie. Mais bon, en contrepartie, il deviendra un homme de bois. Qu'est-ce que c'est que cette Zumba, là? Eh ben, je suis désolé, c'est pas une solution idéale, mais c'est ce qu'a jugé utile le dieu de la sagesse qui, de son nuage, t'a vu brûler bien des choses et se dit pourquoi pas te mettre en bois. C'est-à-dire, est-ce que la mobilité... Alors effectivement, il y a des noblesses, des essences d'arbres différents. Là, un arbre... Il faut avoir quand même une Ketra en bois. En bois bandé, c'est bien. Si votre nez ne vous plaît pas, c'est le moment ou jamais de changer une rhino. Par contre, en bois. il faut que vous ayez 2 jambes, 2 bras, un visage et après le Et reste. 4 paires d'ailes. On va se faire reconnaître partout. Enfin, Non, mais c'est mortel. Attends, après, on peut se mettre de la peinture et Vous tout. pouvez faire 3 mètres. Que les choses soient bien claires. Je me transforme en chêne, là. Si tu restes cool. En chêne, cool. Le mage en bois. Franchement, ça Non, serait mais cool. attends, est-ce que je récupère tous mes PV? Oui, c'est ça le truc. C'est pour ça que le dieu de la sagesse t'a mis cette Vas-y, solution. on peut être la compagnie du bois. J'avais jamais entendu en chaîne cool. Je viens de le comprendre que maintenant. Le coup chaîne, waouh. Franchement, je crois que ça fait partie de mes top 10 de moments de
Game of Thrones, parce qu'il est vraiment genre, je sais pas si vous avez entendu le tout début de l'extrait, parce qu'en fait je l'ai monté fort, cet extrait là, il y avait beaucoup de blabla entre, mais il commence par dire c'est quoi cette Zumba là, genre il est dégoûté, il veut pas devenir une statue en bois, parce que dans sa tête il pense qu'il va devenir une petite statue de bois quoi, et puis au fur et à mesure que Fibre il explique, il est là wouah c'est trop bien, je veux avoir des ailes et tout. Et le passage de peu convaincu à super enthousiaste en un clin d'œil, c'est ça. Ah, j'adore ce moment. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il passe de c'est de la merde à ouah, je peux faire 3 mètres. Et il est en train de péter son crâne et c'est tellement drôle. Comme disent les jeunes. Ouais, c'est ça. Le grand débat commence. Qui sculptera Clodomir et dans quelle forme ? Quelle taille, quelle qualité du bois, quelle fonction spéciale ? Les créances ratissent toutes les options avec des étoiles dans les yeux. Ça me rappelle un peu cette fois où j'avais dit que je voulais trop voir le caractère design des joueurs, enfin des joueurs, non, des personnages, avec leur tenue, les transformations physiques et tout. Et que Anna, tu m'avais suggéré d'attendre un peu pour éviter le spoil. Ouais, c'est vrai. Mais je me dis, t'imagines, elle voit un mec en bois. What the fuck. Bien joué. Moi, c'est de cette grande discussion que je parlais au début. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup ce qui se passe. Leur débat, là. À chaque fois qu'ils veulent mettre un truc, tu sais, et que Fibre, il dit ça va être mou. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'adore aussi. Ça me fait exploser. C'est trop drôle. Tu peux avoir des ailes, mais elles seront molles. Tu peux avoir ça, mais ça sera mou. J'adore. À un moment, il dit si tu fais une statue pour Keitra et que tu lui fais un pénis, il pendra. J'ai trop l'image. C'est horrible. Et puis, ouais. En plus, c'est... Comme tu disais, Daz, il passe de c'est nul à super enthousiaste. Mais au fur et à mesure que Fibre lui dit que tous ces trucs seront mous, il fait ouais, bah en fait, c'est pas ouf. C'est ça. Donc il veut absolument faire 3 mètres parce qu'il peut pas être un dragon. Ouais, puis le moment où il veut des rollers à tout prix. Ouais, finalement, ils finissent par lui dire mais ça sert à rien, t'as juste qu'à mettre des rollers. Il fait ah ouais, c'est vrai. Franchement, cette discussion elle est interminable, mais elle est hilarante. C'est vraiment la fin où il fait ah ouais, c'est vrai, ouais. Surtout si ces rollers avaient fini mou, ça aurait été nul. Ouais, c'est clair. Oh, j'aime trop l'image des rollers mous. Je crois que j'aime le mot marcher mou. sur des cailloux toute sa vie à mou. Ouais. Ouais, je sais pas. Ah, bref. Moi, je me disais un truc. J'avais une question. En mode, ils disent qu'il faut construire en un seul bloc la statue, genre. Et que... mais je veux dire, si tu perds une jambe et que t'as une jambe de bois, c'est au final pareil, non ? Qu'au départ. C'est drôle, ça. Le pirate, mais pas trop pirate. Ouais. Genre, du coup, je vois pas... parce que... Enfin, ça repousse pas, mais c'est pareil. Parce que tu peux pas le... Ta jambe de bois... Il n'aura pas vie, quoi. Voilà. Il n'y aura pas d'articulation dedans, tu vois. Ouais. Ce serait une jambe de bois. Bah, y a déjà... Et pas une jambe de bois. S'il est coupé au-dessus du genou, bah, il aura un truc raide. Alors que là, il peut s'en servir comme une jambe normale. Comme ça, Anna. Ok, oui. Mais après, les trucs mous, les trucs... Il y a des prothèses très bien faites avec des articulations et tout, quoi. C'est vrai. Maintenant, mais pas... Je pense que dans l'univers d'Aria, on reste sur le bout de bois. Ah, mais la mécanique et tout, là. Bah ouais, c'est ça. Oui, mais moi, je te parle de l'univers d'Aria. On n'est pas encore à Kniga. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Et pour ce qui concerne le bois, ils jettent enfin leur dévolu sur le grand baobab du Temple du Vent. D'ailleurs, c'est pour ça, je crois, parce que Clodomir, il veut être grand. Du coup, s'ils prennent un petit arbre, il sera petit. Donc, comme il veut être le plus grand possible, ils cherchent le plus gros truc qu'ils aient vu. Et donc, ils retournent à Akaba. Et Fibre, il en profite pour énumérer tout ce qu'ils ont brûlé. Donc, la grande bibliothèque a fini par brûler, d'ailleurs. Mais malgré cela, Atlan est catégorique. Il n'a aucun regret. Il trouve ensuite le fameux baobab. Et après avoir croisé le chemin d'Alpha Pizza et de Chibre Bigre, les seuls qui méritaient d'être mentionnés, il se rappelle qu'ils ont cramé la moitié de la ville et que couper un arbre géant et peut-être vénéré n'est pas forcément une bonne idée. Attends, parce que là, il y a une de mes séquences préférées de Game of Thrones, c'est le Alpha Pizza, là.
il a un énorme nez et ça fait partir l'âme en fou rire. Et Fibre, il enchaîne direct, il se pince le nez et ça me tue à chaque fois, genre. Et il fait genre, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Vous moquez de mon nez? Et l'âme, il est mort, quoi. Il en peut plus. Il lui dit, genre, j'aurais pu sculpter un corps dans son nez. Et c'est ça, j'adore cette séquence. Ça me tellement drôle. C'est ridiculement drôle. C'est ça. Mais c'est vraiment un moment de me-jetage de nouveau vraiment incroyable. Et il m'a inspiré premier degré en tant que MJ. Alors, je renvoie ce tips dans l'univers. Si vous avez un PNJ qui a une particularité et qu'un de vos PJ s'en moque, faut trop la jouer RP et montrer que votre PNJ il est touché par la moquerie, quoi. Et ça marche à tous les coups, parce qu'en général, les joueuses, ils ont pas réalisé qu'ils ont un vrai, je mets des énormes guillemets, vous me voyez pas, mais je mets des guillemets, une vraie personne en face d'eux, et directement ils sont là, oh non, je voulais pas et tout. Donc moi j'aime bien voir des persos genre qui ont un cheveu sur la langue, ou qui bégayent ou quoi, et ça fait... Allez, en général, ça fait rire, mais tu fais « Mais vous vous moquez de moi ?» Enfin, tu vois, et tout de suite, ça, je sais pas, ça crée une véritable complicité entre le MJ et les joueurs. C'est chouette à jouer, quoi. J'aime bien que tu dises ça. C'est chouette, en vrai. J'ai bien aimé Fibre à ce moment, et j'ai trouvé le perso pipou et tout. Oui, c'est vrai qu'il est pipe. Ils atterrissent finalement à la déesse sacrée, une échoppe tenue par une ébéniste du nom de Mélicia qui leur propose de sculpter cette étrange commande pour 190 pièces d'or. Une pièce d'or le centimètre. Ils sont scandalisés et ils reviennent du coup sur leurs ambitions et ils achètent un beau bois de Judée qui est luminescent et qui est souvent utilisé pour les échiquiers. Ils décident que ce sera Nicolas qui sculptera Clodomir. Et petite précision pour les gens qui ont suivi la suite de la campagne, il faut savoir que le bois dans lequel est sculpté Clodowood vient de l'Amazia. Voilà, c'est incroyable je trouve quand on sait... La suite pour Archibald. Archibald. Qu'une réaction? Putain, j'avais mon micro de couper, excuse-moi. C'est pas grave. En fait, je parlais dans le vide. Désolé. Je peux le refaire, je vais le refaire. Mais non. En fait, non, c'est bon. Mais non. Ah, mon petit Flavitus. Damasia, c'est trop drôle. Mais non! Mais non! Dites-moi pas. Il y a Damasia, mais c'est trop drôle. Ah, je suis déçu, hein. J'avais réagi par-dessus toi en plus, c'était bien et tout. Ah waouh, on a raté un moment d'anthologie là, franchement. Ouais. C'est... Ouais. Mais c'est surtout, je parlais, j'ai eu mon truc, je me suis dit c'est bon, j'ai fait mon truc, et là vous me regardez, il me dit bah alors tu parles pas. Je suis comme putain, fais chier. Et donc, pour un total de 17 pièces d'or, Nicolas commence son œuvre. C'est le moment de la sculpture. Nicolas relève ses manches ou peut-être même se met à poil avec tous ses tatouages. Je travaille nu. Ça. Je travaille toujours nu. C'est comme ça que je Il se travaille. met complètement nu. Alors déjà, Mélicia, elle dit ah bon, d'accord. C'est complètement nu. Donc il y a des bougies un peu partout. Je glisse le marteau dans le téton. Je tiens le burin là. Clodomir est un petit peu sinistre avec sa tablette mystérieuse. Toi, t'es avec ton renard. Vous avez vos animaux, le cochon, tout ça autour de la. On va faire un familier en bois après. Il faut pas que tu fasses 100. Bon, bah ça va. Ça devrait aller. A priori. Par contre, tu peux lui faire le corps parfait. J'ai trop peur. Il m'a regardé, il m'a mis le mauvais œil. Il m'a regardé dans les yeux. J'ai senti le truc en moi. J'ai senti la chkoumoun. Non, mais tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire 100. Il y en a t'as déjà fait 200 en une même partie. Non, mais attends, toi, t'as encouragé les cœurs de relancer les dés. Hein. Ah oui, tu peux aussi. Mais attends, il peut faire un 0-1 et à ce moment-là, t'es fantastique. Ouais. T'es à genre une perfection. Vas-y. Fais plutôt 0-1 que 1-0. Voilà, 32. magnifique. Franchement, Encore, c'est un très beau Clodomir, à part que tu fais 1m80 alors qu'avant t'étais plutôt frêle. Tu vois, là tu. Là, je suis genre balèze, tu vois. Ah ouais, là tu te dis, waouh! Tu vois. Là, je suis genre balèze, tu vois. Oh là là, n'oublie pas que tu as enflammé les cœurs de relancer les dés. J'aime trop cet extrait. La première chose que j'aime, c'est la bonne ambiance. Ils sont tous morts de rire. Franchement, ça respire la joie, c'est trop bien. Et puis, Fibre, il décrit trop bien la scène. Elle est tellement fanartable. Enfin, le Nicolas, il est nu, là, entouré avec les bougies. Il met le burin dans le téton. Enfin, c'est vraiment
hyper drôle. Je la trouve incroyable, j'adore cet extrait. Moi, je me souviens qu'à l'époque, pour une fois, j'étais déçu, mais pas qu'il fasse pas un 100. J'aurais vraiment aimé qu'il fasse un 0, hein, tu vois, rien que pour là. Ouais, pareil. Ça aurait été... mais Daz, il en aurait joué tout le temps, ça aurait été C'est clair. Ouais. sublime. Et moi, je m'étais dit, si le jet il avait été mauvais, est-ce que Clodomir se serait tapé à genre un espèce de corps bancal, pas d'équerre, tout gondolé? Et avant qu'il le fasse, le rituel, en fait, je croyais que ça se déroulait comme Clodomir, il devient peu à peu Clodowood durant l'étape de sculpture du bois, ce qui rend... dans ma tête, il y avait un truc un peu inéluctable de quand tu commences la sculpture, après, c'est ton corps, quoi. Enfin, c'est genre... Il n'y a pas, y a pas la lecture du texte, enfin, ça se fait avant, quoi. C'est genre, tu te transformes en... Enfin, je sais pas comment dire, mais... t'es transféré pendant la sculpture, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il aurait fallu un sculpteur vraiment exceptionnel. Mais en fait, non. Désolée, je m'emballe un peu, mais je trouve ça trop plaisant d'imaginer un corps en bois. Ça me plaît trop, genre... je passerais mon temps à m'enduire de cire et d'huile de lin et genre... mais pas de peeling, mais un petit ponçage, genre... J'aurais plein de perruques pour habiller mon crâne chauve et je me ferais pousser de la mousse. Purée, Un je trouve ça pour un génial. piercing. On peut tout faire avec un corps en bois. C'est trop le Cette bon bail. phrase, on peut tout faire avec un corps en bois. Oh J'adore. mon dieu. Ah voilà là. Les perruques. Désolée. Je suis un peu emballée. Non, c'est génial parce que J'adore. j'ai pas autant d'imagination que toi. T'es quelqu'un qui a énormément d'imagination, mais clairement, c'est fascinant en fait. Ce personnage qui devient un homme de bois, c'est génial. Enfin, c'est un des trucs les plus cool de la campagne. Bon, voilà, moi aussi, je pense que si j'avais pu devenir une femme de bois, j'aurais trop imaginé plein de features et tout ça. Mais le peeling ponçage là, tu envoies du rêve. Donc il faut quand même savoir que même si tous les attributs non humains deviendraient mous, l'âme a quand même écrit une feature secrète sur un bout de papier et qu'il l'a glissé à fibre. La sculpture est imposante, mais réussie. Et la compagnie commence le rituel. Sous les yeux ébahis de l'ébéniste, l'âme de Clodomir quitte son corps et plonge dans l'homme de bois. Et c'est la naissance de Clodowood. Ouah. On s'était dit, toi et moi, Flavien, que ça aurait été trop cool de prendre des notes à l'époque quand on avait vu les épisodes pour la première fois, pour voir ce qu'on avait ressenti et tout. Parce que c'est dur de s'imaginer a posteriori ce qu'on avait ressenti à l'époque. Mais ce moment-là, je m'en rappelle vraiment pour le coup. Je me rappelle avoir suivi cet épisode avec vraiment des yeux d'enfant. J'étais émerveillée de voir naître Clodowood sous nos yeux. Et tout ce mini-jeu de la création de la sculpture, on en a beaucoup parlé et... il y a raison, parce que c'est vraiment un truc que j'aurais aimé vivre en tant que joueuse. Et à nouveau, la version papier, elle est un peu moins sexy sur ce point-là, parce que là, en fait, la tablette du dieu de la sagesse, elle est en bois, et pendant le rituel, c'est elle qui est censée prendre la forme exacte du personnage qui fait le rituel. Donc il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas tout ce mini-jeu, il y a juste une version bois de votre personnage, et je trouve que ça enlève quand même une partie du fun, mais... évidemment libre au MJ de le jouer comme dans l'actuel play, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Bah ouais, c'est carrément mieux comme ça. Ouais, étant fan de gore, jamais je le fais jouer comme ça. C'est clair. Il y aurait la sculpture, obligé. Et surtout que ça rend le truc, tu peux pas le réutiliser après, alors que là, si t'as besoin de refaire un... Exact. Ouais, ils habillent Clodowood et ils le rendent humain avec de la peinture sur bois. Et donc il est désormais à peu près présentable pour arpenter les rues de la ville. Après tout ça, ils se disent que le temps est peut-être venu de se concentrer sur leur mission la plus importante, récupérer le morceau de carte de Badainta. Grâce à la guilde des voleurs, ils retrouvent l'homme sur la plage au petit matin, accompagné de ses 4 servantes et d'un garde du corps. Badainta débute la cérémonie du Sichamsni. Bref, vous m'avez compris, hein. Et Clodowood en profite pour faire leur move habituel, lancer une potion d'hallucination. Donc, comme d'habitude, tout le monde délire, mais bon, maintenant, Clodowood fait valoir sa condition d'homme de bois, et il est donc immunisé. Il s'approche donc de Badainta et se fait passer pour un dieu. Je
remet son turban. Je suis le dieu arbre. Oui, je vous attendais. Voilà, je te parle pendant ton Expliquez-moi, rituel que chamanique. dois-je faire? Il faut que tu donnes Quoi? le morceau de carte Je ne peux pas, j'ai juré sur le fleuve des morts de jamais au le donner. premier arbre que tu croises. Je peux pas, j'ai juré sur le fleuve des morts, mon âme sera bannie à jamais si je le donne. Il est où alors? C'est pas toi qui le donne? Mais regardez, il est là, il est autour de moi. Donc moi je comprends là, donc il me dit c'est tout autour de moi, donc j'en déduis que c'est dans ses servantes, sur ses Les servantes. 4 gardes. Du coup je l'entreprends de éventuellement les palper de manière complètement... Alors tu comprends, palper une servante, Il se fait palper par un arbre. et a priori, elles n'ont rien sous leurs vêtements. Ah mon dieu. J'entreprends. Ah, c'est drôle. Le choix des mots, ouais. De manière tout à fait. J'adore. Pendant ce temps, ils se font repérer par des gardes, mais Atlan les entourloupe. Il explique qu'il s'agit d'une performance artistique dans le cadre du festival de rue d'Akaba. Mais quand il voit Claude Wood en train de palper les servantes, il reste suspicieux. Ouais, c'est ça la séquence dont je parlais tout à l'heure. J'aime vraiment ce moment où tu as toute la séquence qui se déroule avec Claude Wood dans son coin. Et puis juste après, tu as une sorte de micro-flashback du groupe au loin qui visualise tout ça, avec Fib qui décrit ce qui se passe. Et même qui fait « Regardez, il lui enlève son turban !» J'adore ce décalage entre les deux. Je trouve ça génial. Ouais, en fait, je crois que Fibre, c'est un de ses meilleurs épisodes en termes de masterisation, parce qu'à nouveau, il est excellentissime dans cette séquence. Et Atlan, enfin bon, c'est Atlan, il est absolument parfait, lui aussi, évidemment. Et leur duo fonctionne vraiment bien, quoi. De Rive et Fibre, ça fonctionne. Et avoir ces deux-là qui commentent in real time la scène de loin, c'est vraiment du petit laisse et Twitch avant l'heure, quoi. Ouais, vraiment. Et puis au final, il se rattrape vachement de l'inverse qu'il a fait au village. Ouais, tellement. Mais au final, c'est pareil, hein, cartonne. c'est le même duo. Au final, c'est Atlan et Fibre. Atlan qui soit fait n'importe quoi et Fibre enchaîne, soit Atlan fait des trucs bien et Fibre enchaîne. En fait. Ouais. Ça marche. Mais là, super vraiment, bien. la performance artistique là, du festival de rue d'Akaba. Festival de rue, quoi. What the fuck. Ah, c'est insane. Oui, mais il danse et tout, oui, mais l'art. C'est trop bien. Putain, quand t'as dit le duo qui commande de loin, j'ai une image d'une pièce de commentateur de match de foot avec... Mais tellement. Mais moi, c'est ça. Il lui enlève son turban. J'imagine vraiment le casque avec le micro. Ah là là. Vraiment Quelle pareil. action du joueur français. Oui, exactement. Ah mon dieu. L'homme arbre découvre qu'elles ont des tatouages dans leur dos. Il leur demande de se dévêtir et il recopie sur son corps ce qui se révèle être le deuxième morceau de carte. Face à la nudité des servantes, les gardes se rapprochent de Badainta et ils tombent sous l'effet de l'hallucination et Claude Wood leur vole toutes leurs possessions. Une affaire rondement menée. Mais c'est cool, ils avancent. Ils ont récupéré leur deuxième morceau de carte, c'est génial. C'est cool qu'ils aient réussi enfin à trouver leur morceau de carte parce qu'ils cherchent ça depuis tellement longtemps. Ouais. Et au final, bah, il n'y a pas de grande célébration ou quoi. Oui, c'est un peu. Non, bon, bah, c'est voilà, vrai que on c'est va un récupérer peu la osef, carte, ouais. c'est bien. Ouais. C'est pas grave. Ils décident de partir immédiatement pour la cité secrète d'Irem. Mais Fibre leur rappelle que le chemin est rempli de pièges mortels. Après un caméo de Jotun, ils se rendent au dôme Irem, qui abrite une grande fresque que Ketra arrive à interpréter. Elle évoque le conte de la princesse Crépuscule, et ils se souviennent des 3 portes et des 3 épreuves qui les attendent sur le chemin vers Irem. Atlan connaît l'épreuve de la 2e porte, mais il leur manque les 2 autres. Donc en mode speedrun, ils trouvent le secret de la première porte auprès de la prêtresse du temple de la sagesse, et celui de la 3e dans un livre de contes consulté à Al-Ingis, le bazar des merveilles. Franchement, c'est bien pensé de leur part, le coup du bazar des merveilles. Tu vois que Fibre, il l'accepte en fait. Et je trouve que honnêtement, il est gentil, hein, parce que quand même, ils ont cramé la moitié de la ville, sachant que normalement, aller dans la bibliothèque, c'est de pouvoir réussir à retrouver le conte, il me semble. Donc là, il aurait pu les punir un peu plus, quoi. Mais bon, je pense qu'il a aussi son aventure qui doit avancer, et puis il les récompense comme ça, quoi. Ouais, c'est comme tu dis, c'est malin. Donc PJ malin, PJ récompensé. C'est beau. Et l'épisode se termine alors qu'ils connaissent enfin les 3 épreuves. Avoir la bénédiction d'un dieu, posséder un talent unique et éprouver un amour véritable. Une aura hyper solennelle se plonge sur vous. Vous vous dites, est-ce que Irem et tous ses trésors et ton serment valent ces sacrifices? Est-ce qu'on va pouvoir arriver vivant à Irem et accomplir tout ça? Est-ce que vous allez aller à Aria
pour rechercher la dernière dis pas que c'est la carte. Et malheureusement, Ah c'est non la fin de notre aventure pour cette fois. Et c'est donc la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez Oh quelque non. chose à rajouter? Je t'adore, Flavien. Oh non. Ah bah non. Oh bah merde, ça. C'était bien. C'est vrai. Oui, j'adore cet épisode. Il est trop bien. Et bien du coup, on va passer à la carte blanche du cactus. Et là, Atlan arrive. Oh là, mon bras. Alors toi, tu réagis comment? Je suis intrigué. Vous êtes... Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élément principal de cet épisode, la résolution de la quête de Clodomir. Alors pour rappel, notre cher mage était allé se reposer au temple du dieu de la sagesse pour espérer guérir de sa malédiction qui lui avait fait perdre tous ses points de vie, ou presque. Après avoir passé quelques heures à dormir au temple, le dieu lui avait fait passer un message en rêve. Souvenez-vous. Clodomir est un oiseau. Il vole au-dessus de la ville d'Aqaba. Il remonte le fleuve Ousfan, qui brille sous le soleil, et il arrive dans un petit village verdoyant, qui est sur les rives de la rivière, qui est circulaire, le village, et au milieu du village, il y a un puits. Il plonge dans le puits, c'est un oiseau, hein, et tout au fond, il n'y a pas d'eau, mais il y a une plante qui porte un fruit en or. Tu veux prendre le fruit, mais au moment où tu t'en approches, tu entends les mots « Qui, Clodomir ? Et pourquoi ?» Tu sais qu'avec ces réponses, tu pourras accueillir le fruit d'or, et tu te réveilles. Le dieu de la sagesse a donc décidé d'enfin écouter les prières de cette pauvre mère qui a perdu son enfant. Il envoie alors la compagnie Créance pour résoudre ce mystère. Après quand même plus de 10 ans, il n'y avait pas le feu visiblement, contrairement à Akaba. Alors voilà, nos PJ font tout ce qu'il faut, ils arrivent bien dans ce village, mais malheureusement, ils sont persuadés, comme on vient de le voir, que c'est pas du tout ici. Bon alors attendez, Attendez. c'est beaucoup trop proche. Voilà, en marchant, on a mis moins d'une journée. Un Alors, piaf, où il a ton mis corbeau est un 62 fief menteur, mois mais en fait, pour ton venir, corbeau, quoi. En tout cas, on va quand même tester. oui, mais ton corbeau, il a mis plusieurs jours pour partir et Bah, revenir. regarde, Alors, ou t'as c'est le- un gros glandeur qui s'est foutu au bord, par la farniente au bord Mais du attends, peut-être Ousfan. qu'il a fait d'autres trucs, il a été Descendre. retenu. Malgré tout, ils finissent par descendre dans le puits. Keitra découvre un squelette d'enfant, mais rien n'y fait. Ils ne sont toujours pas convaincus d'être au bon endroit. Il n'y a rien au fond du puits. Non mais Mais c'est si, pas le bon c'est- village, mais si. on, Pas le bon on est village. clairement trop Non, mais par près. contre, Il faut aller demander aux villageois discrètement Bah oui, il va s'il y a falloir un demander aux enfant est villageois. mort il y a des années qui nous raconte quoi. Alors, local. Après, est-ce que ce sont nos affaires, ce squelette d'enfant? Est-ce Hein que. Là, je te encore une fois, retrouve. Est-ce que Là, ça- je te est-ce que retrouve. ça plante- Ils commencent enfin à enquêter, mais malgré tout ça, Atlan il reste, comme vous l'entendez, de très très loin le plus perplexe. La vieille folle. Intéressant. Alors, Bon, bah, on va aller là-bas. bon. hein. à quoi ça nous avance? Mais c'est pour résoudre ça, c'est pour avoir le fruit à la fin. Bah, on remonte la rivière, on tombera sur un autre Mais village avec non, un autre je puits, pense on qu'on ira est dans le je pense puits, qu'on ainsi est de dans le bon suite. village. Non, Non, on est dans le bon on village. n'est pas dans le bon village. Mais si. Le corbeau a mis... Que faites-vous? Je pense que c'était une métaphore, son rêve. Mais non, c'est pas une métaphore. Alors pourquoi tant d'hésitation? Eh bien, comme on l'avait dit, c'est à cause de Rabelais, leur corbeau, qui aurait passé des jours entiers à chercher ce village. Et le problème, c'est que eux, ils ont passé à peine quelques heures sur leur chameau. Donc clairement, il y a quelque chose qui cloche, non? Alors voilà, ça m'a donné un peu envie de vérifier tout ça, c'est l'heure du fact-checking un peu idiot. D'après mes recherches, dans le désert, je pensais pas dire ça un jour, mais d'après mes recherches, dans le désert, on peut parcourir environ 48 km par jour à dos de chameau. Point intéressant d'ailleurs, figurez-vous qu'un chameau a une capacité de portage jusqu'à 240 kg, et en comparaison, un cheval, c'est environ 60. Donc voilà, si on considère que nos héros ont voyagé presque une journée entière, on va arrondir ça à la hausse à 50 km. Maintenant, combien de temps met un corbeau pour parcourir cette distance? Eh bien, on peut dire merci à Game of Thrones, parce que souvenez-vous, saison 7, épisode 6, un corbeau est envoyé pour passer un message et doit parcourir 3000 km. Et à l'époque, ça avait fait parler parce que ça paraissait complètement incohérent en termes de vitesse et de distance. Bref, ça m'a pas mal facilité les choses parce que du coup, il existe plein d'articles qui font référence à ça. Et donc, en moyenne, un corbeau peut couvrir environ 160 km dans une journée. Si on pense que l'estimation à chameau de la distance du village par rapport à Kaba est bonne, ça veut dire que le corbeau aurait en effet pu faire l'aller, se reposer tranquillement 8 heures sur place et revenir à Kaba, le tout dans la même journée. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est combien de temps est vraiment parti à Rabelais. Alors, j'ai pas eu de courage de tout réécouter, mais j'ai relu nos résumés, et si je dis pas de bêtises, il part, je crois, en après-midi, juste avant qu'ils aillent chez Morov. À la suite de ça, ils passent au quartier de la nuit et puis ils vont dormir. Le lendemain, ils se font piéger par Olympia et puis ensuite, ils sauvent l'astrologue. Après ça, ils vont passer la nuit au palais du sultan dans les différents pavillons. Vous vous souvenez, Nicolas, humiliation, tout ça. Et c'est au lendemain matin que le corbeau fait son grand retour. Donc, on peut estimer son départ à environ à peu près 60 heures, 2 jours et demi, quoi. Donc, après tout un tas de calculs ultra savants,
Bon, en fait, pas du tout, hein, c'est juste des divisions basiques. Si Rabelais est bien parti tout droit directement jusqu'au village et ne s'est pas arrêté ou presque, la distance devrait être d'environ 400 km aller-retour. Donc le village devrait être à 200 km. Et même si j'ai passé tout l'épisode à me dire « mais arrêtez de vous prendre la tête, c'est évidemment ce village », bah faut quand même avouer que c'est en effet 4 fois plus loin que ce qu'ils avaient parcouru. 200 km contre 50. Donc je sais pas vous, mais moi personnellement, je comprends leurs doutes. Malgré tout ça, après avoir reçu la récompense du dieu de la sagesse, bah, l'un d'entre eux est toujours pas convaincu. J'en profite pour engueuler le corbeau parce que c'est bien, ça prouve que le corbeau c'est un petit glandeur. Le mec il est parti une semaine, ça fait 5 jours de RTT. 5 jours de RTT. Mais ça se trouve, c'est pas le bon truc. Hein. Si. Bah, tu vois bien Moi, que ça c'est me dérange pas d'aller dans tous les villages. Voilà, c'est tout. Merci et à la prochaine. Mais Fibre, il dit pas à un moment qu'ils ont voyagé beaucoup plus qu'un jour dans le désert, mais qu'il y a des ellipses. Non, il dit une journée. À un moment, il redit ça. Il dit, Ah, ok. Parce que comme ils dorment la journée. Ouais, c'est ça. vois. Mais en gros, il dit en gros, vous avez parcouru une journée entière. Ah, d'accord. Il Ok. le dit. Mais ouais, Après, mais il a droit à un je peu peux de me RTT, tromper. le corbeau. Ouais, c'est ça. Alors, après, je peux me tromper hein, s'il y a des commentaires qui peuvent nous dire ça, que j'aurais mal écouté, mais il me semble que non, il me semble que c'est bien ça. Mais oui, il a sans doute pris des RTT. Après, tu peux te dire, est-ce que le corbeau, il part directement au bon Mais endroit c'est ou ça, pas, le etc. pauvre. hein. Il a pas un GPS dans le Est-ce cul. T'as dit, il a pas un GPS dans le cul, c'est ça que t'as dit? Oui. Ok. Je comprends. Est-ce que c'est pas ce corbeau-là qui a une armure? Ou je confonds? C'est lourd, hein. Ah, tu veux qu'on le fasse Alors ralentir? Oh, Eh combien bah, d'après mes calculs savants, 2 fois plus longtemps, donc il s'est Attends, quand on va même. chercher combien un homme peut marcher sans armure, combien un homme peut marcher en armure. C'est une bonne Ensuite, question, on fait ça. un produit en croix sur le corbeau. Exact. Ouais. Ouais, on Ouais, pour la calcule prochaine fois. la friction du vent sur le métal par rapport à la plume. C'est vrai, hein. C'est pas aérodynamique du tout. hein. Non. C'est une bonne idée. J'ai pas pris ça en compte, merde. Est-ce que Mes un calculs sont corbeau, fous. Est-ce qu'un corbeau peut voler avec une armure? Parce que du coup, le poids, Effectivement. Déjà, il est Effectivement. allé à pied. Il a peut-être pris des chameaux aussi. En fait, il est allé jusqu'à la Sordina Cava, il a loué un chameau. Il a dû négocier et tout, c'était chaud. Il avait pas de pièce d'or. Oh la vache. Il Il a pris le en chameau marchant. neutre. Ah, mais t'imagines, ça serait trop bien. Comme, tu sais, dans les tomes de One Piece, les petits épisodes sur ce qui se passe à côté, tu sais, là, c'est l'histoire de Rabelais. L'histoire de Qui va Rabelais louer son chameau. qui est parti une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mon dieu. C'est drôle ça. Bon, en tout cas, merci pour ça. Avec plaisir. j'aime trop. Donc maintenant, on va passer au stade d'Anajun. Je fais un apaiser les bah, cœurs. Vas-y. Un peu des cœurs de Gérard. 92. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises pendant C'est Olamon Brave. L'épisode a été tourné en janvier 2019 et c'est plein de bonnes résolutions que les créances commencent cette nouvelle année, 2019, année de la prudence. Et ils auront assez bien respecté ce mantra pendant cet épisode. Ça va se refléter sur leur jet de dés, car prudence dit peu d'action, ce qui dit aussi peu de jets, seulement quand c'est absolument nécessaire, et pour ce premier épisode de 2019, ils n'auront lancé que 19 fois les dés. Et oui, les choses sont bien faites. Waouh. Et 19, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, 19, c'est le même nombre de jets que l'épisode Maudit, où Lydia était transformée en poule et où les autres couraient dans tous les sens en hurlant et en agitant leurs bras vers le ciel. Donc ici, c'est pas vraiment la faute du chaos, au contraire, hein, ils sont restés fidèles à leur 2019 année de la prudence. Et en soi, on est plus dans une aventure d'un type investigation que dans de l'action, donc ça fait sens. Peu de jets, mais des très bons jets, avec 39 de moyenne et 84% de réussite globale. Donc cet épisode, il bat tous les records, il bat l'épisode 5 et il devient le meilleur épisode de Game of Thrones en termes de réussite. Voilà, ça c'est dit. Et pour être un petit peu plus concrète, ils auront raté que 3 jets de toute la soirée. Donc 19 jets, dont plus de la moitié ont été lancés par Clodomir, un Clodomir hyper en forme, qui réussit 80% de ses jets, dont un 0,2 en lecture de compte, qui permettra aux créances de connaître enfin le fin mot de l'histoire des aventures de cette bonne vieille princesse crépuscule. En plus de ce 0,2, on retiendra 2 autres bons jets. Le 0,3 de Keitra, qui lui a permis de descendre dans le puits d'Espeiran, telle une Lara Croft des temps médiévaux, et aussi
le 32 de Niklas, qui aura sculpté un bien fier Clodowood. Parce que oui, je vous rejoins pas du tout là-dessus les copains. 32 à mes yeux, c'est tout à fait honorable, car quand on y pense, c'est vraiment le jet qu'il ne fallait pas rater. Atlan aura fait une bonne moyenne, une moyenne de 18. Bon, en toute sincérité, il n'a lancé que 2 fois les dés, donc voilà, c'est un peu plus facile de faire 18 de moyenne. Mais on commence à entreapercevoir une sorte de pente ascendante. Pour les stats du noble, la malédiction du 92 serait-elle partie en fumée avec les bibliothèques d'Aqaba ? En tout cas, je garde un œil sur ces stats. Après tout, si je ne le faisais pas, je ne servirais à rien, donc vous pouvez compter sur moi. Avec ce 18, il bat son propre record d'ailleurs, et il obtient la meilleure moyenne, tout confondu, depuis le début de l'aventure. Et oui, c'est Atlan qui a la meilleure moyenne de jet de dés. Oh la légende ! What ? Comme dirait mon cher Rayou, a.k.a. Étoile, le GOAT, qui m'accompagne encore et toujours pendant mes nuits d'insomnie. Voilà, ça n'a rien à voir avec Game of Thrones, c'était juste un petit big up comme ça, parce que je t'aime, Étoile. Voilà. Alors, ils auront dépensé un total de 22 pièces d'or pendant cet épisode, entre location de chameaux, beuverie à vocation de diversion, honoraires d'un certain Jotun et évidemment bois de qualité pour la création d'un nouveau PNJ. Atlan a fait pleuvoir des billets, comme dans un clip de rap US, et même, si on sait tous que les comptes ne sont pas bons, il est bien le seul à qui on n'a pas envie de dire « rends l'argent ». Alors, ils n'auront presque rien looté de l'épisode, à part la plaque ancienne du dieu de la sagesse et le morceau de carte de Badainta, même s'il s'agit plus d'un recopiage que d'un loot tangible. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit ça, on se dit qu'ils ont looté peu, certes, mais ils ont looté bien. Et à propos de loot, Atlan aura refourgué son tableau de Kniga contre le secret de la 3e porte menant à Irem. Tableau looté, rappelez-vous, dans le laboratoire de Grégory Morov, comme quoi cela sert parfois d'embarquer toutes les merdes qu'ils trouvent sur leur passage. Un pourcentage un peu intéressant en dehors de mes habituels stats de dés, c'est 54,8%. C'est le pourcentage de vote qu'a reçu la pierre de téléportation à un sondage Twitch en fin d'épisode. Un sondage qui demande « La guilde des voleurs a été mandatée pour voler quelque chose au PJ. Oui, mais quoi ?» Et ce sondage laisse entrevoir un drame pour le prochain épisode lorsqu'ils réaliseront que la petite tape de Jotun sur leur épaule n'était pas si bienveillante. Alors, ils auraient été embêtés, quoi qu'il en soit, parce que les autres propositions, c'était la dague d'Atlan, à 19,4%, et l'œuf de Clodomir, son cher œuf, à 25,8%. Mais on voit que le plan machiavélique du MJ pour éjecter le cheat code qu'est la pierre de TP est bien en marche. Sinon, je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y a pas de compteur rigolo cette fois, tout simplement parce que j'ai eu la flemme et j'étais pas inspirée. Mais je terminerai par vous dire que, au miracle, aux joies, au 2019 année de la prudence, ils n'auront tué personne dans cet épisode. Wow. Clodomir regretterait-il tous ces meurtres passés ? Eh bien, dans le prochain épisode, nous découvrirons la vérité à ce sujet, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. La conclusion, cependant, c'est qu'un Clodomir à 1 PV est un Clodomir prudent, et un Clodomir prudent est un Clodomir peu meurtrier. Merci de m'avoir écouté. Merci. Tu peux rajouter un nouveau compteur. Ah ouais ? Je m'en fous, je suis en bois. Voilà. Il va le dire tout le temps. Un peu. 14 fois par épisode à peu près. Ah ouais ? Je m'en fous, Eh ben, il m'a pas marqué du tout. Ah ouais ? Bah alors là, tu vas voir. Hein. Chaque épisode. Bon, je m'en fous, je suis en bois. C'est vrai ? Ah, trop drôle. Mais même là, il l'a dit plein de fois déjà. Ok. M'en fous, je suis en bois. Je le note, premier degré. M'en fous, je suis en bois. Putain, j'ai même pas entendu qu'il l'avait dit une seule fois. Vous verrez. Déjà, il le dit pour... parce que c'est lui qui amène qu'il est immunisé à la leucine truncale. Ouais, s'en fout, il est en bois. Oui. Et donc, on va passer à la prédiction de Céladon. Il s'approche tout doucement, vraiment à pas feutré. Et là, il voit quelque chose d'incroyable. Mais vous ne le saurez que la semaine prochaine. Oh non! Et souvenez-vous, c'est maintenant qu'on écoute celle de la dernière fois, c'était il y a longtemps maintenant. Mais on va la réécouter pour vous rafraîchir la mémoire. Je suis très attachée au fait qu'ils allaient chercher Irem, donc voilà, c'est mon premier point.
ils ont toujours pas vu Badainta, ils l'ont toujours pas surpris en train de faire sa salutation au soleil. Enfin, est-ce qu'ils vont essayer quand même de choper cette carte? Je pense qu'ils vont chercher le maître d'arts martiaux pour Ketra et je pense qu'ils vont en profiter. Il me semblait que c'était au même endroit, que c'était vers Aria pour lever la malédiction de Clodomir parce que sa situation elle est quand même hyper critique. Et enfin, ma question c'est Olympia. Je pense que ce serait super intéressant qu'ils aient une discussion avec elle, de lui montrer que s'ils font beaucoup de bêtises à la base, leurs intentions elles sont belles. Je me demande si du coup elle va les aider ou les accompagner d'une certaine manière. Je crois que j'ai juste hâte d'être au prochain épisode. Ça m'a fait trop plaisir d'entendre celui-ci. Oh. Ils ont retrouvé Badainta et la carte. À part ça, Ouais. Olympia, je me souviens plus, ils en font quoi? C'est l'épisode d'après. Elle revient. Parce que là, genre, ils en parlent pas, quoi. Elle est sur le bateau. Ouais. Elle est larguée sur le bateau. J'avoue que parfois, je me retrouve à devoir faire la prédiction et c'est vraiment genre mon cerveau s'éteint et c'est difficile, genre. Du coup, je sais pas trop comment amener celle-ci. Genre, j'ai commencé par le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai écouté l'épisode, c'était putain, quand est-ce qu'ils vont se débarrasser de ce cochon? Il y en a marre. Vladimir me saoule. Genre, les blagues sont drôles, mais genre, le cochon, genre, je sais pas pourquoi, mais genre, je l'aime pas. Genre, et là, ça m'a pris d'une force incroyable. J'étais en mode, parce qu'en plus, il me semble qu'il devient intéressant à partir du moment où il s'en débarrasse, justement. Donc, je me suis demandé quand est-ce qu'ils allaient enfin le jeter, ce porc, et dans quelles circonstances. Donc, je suis un peu. C'est pas très intéressant, mais voilà, j'attends ce moment. J'ai envie de parier sur le corps de bois de Claude Wood. Déjà, je crois que on en a parlé un petit peu dans l'intro, mais que ça allait donner une nouvelle énergie à Daz. Et on le sent déjà dans cet épisode. Et je pense que ça va faire du bien parce que il manquait un petit peu. Et j'ai hâte de voir tous les accidents qu'il va y avoir avec son corps parce que c'est sûr, c'est du bois, mais c'est pas non plus un matériau qui est résistant à toute épreuve. Donc je pense il va y avoir des merdes. Et je pense qu'ils vont créer plein de trucs. J'attends de voir comment ça va évoluer. J'aimerais trop voir des caches surprises, des tiroirs dans la poitrine et des trucs comme ça. Trop bien, trop bien. De voir comment son corps pourrait être modifié. Et comment est-ce qu'il pourrait être détruit aussi, puisque comme ils l'ont dit, l'usage du feu, c'est quelque chose qui a été vraiment, vraiment important jusqu'à maintenant. Et du coup, comment il va deal with it. Ils sont à Akaba, là. L'épisode se termine sur Akaba. Et j'étais étonnée qu'ils y reviennent si vite. Parce que la bibliothèque, elle vient de brûler juste, et ils sont déjà de retour. Du coup, je me demandais s'il allait pas y avoir des représailles, surtout que c'est pas comme s'ils avaient été discrets, quoi. Enfin, ils arrivent, ils palpent des gens dans la rue, comme ça. Même si il y a eu l'usage d'une potion hallucinogène, c'est quand même pas hyper discret. Et j'y tiens, hein, visiblement, parce que je l'ai réécrit encore, Irem. 4 épisodes que je suis sûre qu'ils vont finir par y aller. Et de toute façon, c'est sûr, ils vont finir par y aller. Donc, je m'accroche à cette prédiction. Par contre, ils ont appris des choses, du coup, sur Irem. Et à savoir comment ça va se passer. Mais est-ce que, du coup, l'un des membres de la compagnie créance va-t-il se mettre à chercher l'amour pour remplir les conditions qu'il faut pour passer les portes? Comment peuvent-ils obtenir de nouveaux talents inégalables? Comment peuvent-ils level up, monter de niveau, trouver quelque chose sur lequel ils seront imbattables, leur talent? Et comment obtenir la bénédiction d'un dieu? Tout ça, c'est des choses, je pense, qu'ils vont explorer. Et ça, je pense que c'est des pistes qui sont très prometteuses, hein. C'est une bonne façon de finir un épisode parce que du coup, là, ils vont partir sur plein de nouvelles quêtes personnelles et en groupe, en quelque sorte. Et je pense que la suite va être très riche et que j'ai hâte de voir la suite, encore une fois. Voilà. Ok. Je peux rien dire, mais ok. Ouais, j'ai l'impression que c'était bizarrement long alors que j'ai juste fait une liste. Ah non, mais j'ai trouvé ça trop cool. Non, c'est des bonnes prédictions. Ouais, ça on ne sait pas. Bah, je veux dire,
C'est des prédictions intéressantes. D'ailleurs, l'amour, c'est à la fin de cet épisode-là qu'il a dit, ça leur pose vraiment problème, cette histoire d'amour. Non Oui. Bon. Mais- Ouais, si, je crois, mais il y a des trucs. Ouais. J'ai une prédiction. Je suis sûre qu'elle va se réaliser. Je pense que le prochain épisode qu'on enregistrera ensemble, ce sera un bon moment. Ah. Oh. Ah là là, c'est là. Et on arrive donc à la fin de cet épisode d'Ola mon brave. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez une reco? Oui, moi, en ce moment, alors récemment, c'est une série encore, et c'est encore une série Apple TV+, que j'ai binge-watché il y a quelques temps, c'est Silo. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est une série qui, en gros, ça se passe dans un futur dystopique. Il y a une communauté de plusieurs milliers de personnes qui vivent dans une sorte de silo géant, mais sous terre. Il y a comme 140 étages sous terre. Et donc c'est toute une société un peu mystérieuse parce qu'ils savent pas qui a construit ces silos et ils peuvent pas sortir dehors parce que dehors l'air est toxique. S'ils sortent, ils meurent. Donc il y a tout un tas de trucs, tout un tas de mystères et donc on va suivre les aventures d'une personnage principal qui s'appelle Juliette et qui va justement enquêter en fait là-dedans sur les origines du silo et savoir ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Donc c'est très mystérieux, j'ai beaucoup accroché, donc je vous le conseille. C'est encore une série Apple TV+, je trouve que c'est très souvent des séries de qualité. Et j'ai tellement aimé que... En fait, c'est basé sur des livres, donc une trilogie. Et j'ai tellement aimé que je pouvais pas, là, il a fallu que je commence à lire le livre, donc j'ai lu le livre. Donc à savoir que le livre, c'est environ la série, la saison 1 qui vient de sortir, représente à peu près la moitié du tome 1. Donc c'est ça, là, j'ai pu terminer le tome 1 pour savoir ce qui se passait. Et le tome 2 parle en gros, c'est un préquel, explique justement ce qui s'est passé avant, etc. Donc voilà, c'est ma recommandation et donc en ce moment je suis en train de lire les livres. Donc je vous conseille également les livres, très très bons, très très bien. Et voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, moi aussi je vais vous recommander une série. En ce moment, on est en plein dans la saison 2 de La Roue du Temps. Donc, voilà, c'est sur Prime. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Roue du Temps, c'est à la base une saga de fantasy, enfin des plus gros. C'est la base de tout lecteur de fantasy. Surtout aux États-Unis, c'est un gros carton là-bas. Et du coup, c'est adapté en série télé. Et en ce moment, la saison 2, toutes les semaines, tous les jeudis à 2h du matin. Ouais, je reste réveillé jusqu'à 2h du matin le jeudi pour regarder. Ah ouais, t'es motivé. L'épisode qui sort. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est La Roue du Temps, c'est un truc. Voilà, il y a 14 tomes qui font 1000 pages chacun pratiquement. C'est vraiment un truc. Et ça parle de quoi alors? Waouh! Résumer La Roue du Temps. Bah parce que en fait j'en ai déjà entendu parler notamment grâce à la série qui est sortie, même je sais plus si c'était l'année dernière ou quoi. Et il me semble que Fibre Optique avait justement fait un actual play là-dessus qui avait été financé par Prime, je crois. Ouais, plus j'avais l'Escape découvert Game. ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et je trouvais ça sympa. Pour la saison 1, ils avaient fait ça. Ouais. La Roue du Temps. C'est un mec qui part de son village paumé et qui va se rendre compte que il y a une sorte de sauveur du monde contre le grand méchant. Il se passe plein de choses, il y a 14 tomes. Voilà, c'est... Ok, cool. C'est très basique, mais voilà. Bon. Mais voilà, c'est vraiment très bien. C'est une de mes séries de bouquins préférées. Et voilà. Je participe même à une émission sur La Pierre de Tir, qui est un site internet consacré à La Roue du Temps. Donc, waouh. Ouais, venez nous voir le mercredi soir. On analyse les épisodes. Ouais, je change pas beaucoup de sujets d'émission dans la vie. Cette fois, c'est sur La Roue du Temps. C'est cool. Et c'est donc la fin de cet épisode d'Ola mon brave. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été fidèles, même si, bon, ça n'a pas encore été publié, donc peut-être qu'il y a 0 écoute, mais si vous écoutez, merci d'être là après cette longue pause. Merci aussi à Anna June d'avoir écrit ce résumé à ma place, parce que j'avais vraiment pas envie, et elle s'est proposée, et merci à elle, parce que sinon la pause aurait peut-être été encore plus longue. En tout cas, on se retrouve très vite,
Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Bisous. Oui, 5 étoiles, 5 étoiles. Oui, et sur Spotify, et des commentaires, et recommandez à vos amis si vous aimez bien. Des Merci, likes, bisous. partagez. Ciao. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars, bon bah il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah c'est pour la même chose quoi, bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le...